Je pense que ça fait partie du nouveau rôle de dirigeant parce que à mesure que l'IA est en train de standardiser et de créer des contenus partout, il y a le dirigeant qui lui a un savoir-faire, une expérience, des anecdotes, des tranches de vie qui sont faites pour inspirer et qui aujourd'hui ne se disclosent qu'entre quatre murs. Et je pense qu'on a vraiment tous matière à apprendre à mieux transmettre et à transmettre au plus grand nombre et aussi le plus vite possible. Salut Caroline. Salut Tim. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bah écoute, très bien. Merci d'être venu sur le plateau de Mindset le Média. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Tu es quand même une figure assez connue sur LinkedIn, dans l'influence, le business, etc. Donc je trouve que c'est un privilège de t'avoir. Merci de ton temps. Avec plaisir, on va parler de leadership et d'influence, donc je ne pouvais pas refuser cette invitation. Ah, c'est trop sympa. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens, peut-être certains qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr, je m'appelle Caroline Mignot, je suis entrepreneur et je lance des produits et des services dans le marketing pour apprendre aux professionnels à mieux se vendre, et en France, il y a du boulot. Oh, super, la présentation, c'est lisse, c'est bien packagé, etc. C'est fait pour, on appelle ça la golden sentence, c'est la phrase en or qui permet de te définir en quelques mots, c'est très américain. Ok, on sent qu'il y a du métier, comme on dit. Et côté perso, tu veux raconter 2-3 trucs de ta vie autre que la super entrepreneuse que j'ai en face de moi ? Qu'est-ce que tu veux savoir, Tim ? Ce que tu veux, ce que tu as envie de nous dire ? J'ai grandi dans le 93, Okay. dans la petite bourgade des Lilas. Ouais. Et voilà, j'ai été une enfant assez touche-à-tout. Okay. Et toute ma vie, toute ma scolarité particulièrement, on m'a dit mais touche à tout, touche à rien. Et puis au bout d'un moment, à 28 ans, j'ai découvert la voie de l'entrepreneuriat et je suis devenue, comme on dit dans un premier temps, ma propre stagiaire. C'est-à-dire que j'ai une boîte de une personne où je faisais tout. Okay. Et puis petit à petit, là, depuis ces 4 dernières années maintenant, l'entreprise puis les entreprises ont grandi et j'ai aussi créé un système bien huilé pour pouvoir diriger sans me cramer. Je pense que ça, c'est l'écueil principal dans lequel nous, les dirigeants, on tombe souvent. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors, je vais te poser la deuxième question. C'est quoi ta définition du mindset, Caroline ? Le mindset, c'est le conditionnement et finalement, c'est comment est-ce que tu te programmes pour la réussite, l'échec, plein de choses. Donc en fait, il y a un peu un mantra que j'adore. Je sais que tu es adepte des mantras. Ce mantra, c'est « Where attention goes, energy flows ». Et en fait, super. Là où tu places ton attention, partout où tu mets ton attention, y a de l'énergie qui transite. Mais si on devait le traduire en français, ce serait comment est-ce que tu crées ta réalité. Et ce que j'aime bien là-dessous, c'est qu'il y a quelque chose qui nous permet de progresser, c'est l'idée de responsabilité. Okay. C'est-à-dire qu'on a souvent le réflexe de se dire « Ah, c'est la faute des autres, les circonstances ont fait que… » Et en fait, moi, j'aime bien considérer qu'au cœur de tout ce qu'on fait, il y a notre responsabilité. Dans les énergies qu'on met, où est-ce qu'on place son attention, son focus, on appelle ça comme on veut. Mais j'y crois très fort. Donc l'énergie, le poids du corps, le focus, on a envie d'aller quelque part. Et en fait, il y a un mantra que j'aime moyennement, que certaines startups disaient, fake it until you make it. J'ai le même. Alors vas-y, tape Qu'est-ce là. que t'en Moi penses ? non plus, je déteste. Voilà. Moi j'aime bien dire make it until you make it. Bah voilà. C'est-à-dire tu tombes, et puis au bout d'un moment, ça finit par marcher. Mais fake, je pense que dans l'ère actuelle, ça ne marche plus d'ailleurs. Parce que tu es d'accord, ça a 5-6 ans. C'était avant l'ère sociale dans laquelle on arrive aujourd'hui, où tout est public, tout est vérifié. Et on va de plus en plus devoir fact-checker tout ce qu'on dit sur les internets. Donc fake it until you make it, je ne pense pas que ce soit fait pour durer. Et tu parlais d'un conditionnement aussi, un peu d'un schéma mental. Ouais. Alors maintenant, la question 2 bis, entre guillemets, c'est quoi le mindset de Caroline ? Comment tu incarnes Caroline Mignot, qui a écrit un bouquin d'ailleurs que tu m'as offert tout à l'heure et je suis hyper content. On pourra en parler tout à l'heure. C'est quoi ton mindset, Caroline ? Justement, j'en parle dans le livre. Je me suis appuyée sur une autre autrice qui s'appelle Carol Dweck et qui documente 2 types de mindset qui vont forcément parler à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Bien sûr. Il y a d'un côté le fixed mindset qui considère que tout est figé. Oh là là, c'est vraiment la faute, t'as pas de chance. Et puis il y a le growth mindset, le mindset d'apprentissage. Et ce mindset-là, il te rend invulnérable. Parce que c'est un conditionnement qui dit qu'à chaque fois que t'es tombé, t'as un peu plus appris comment tomber, et donc tu te relèves 2 fois plus vite. Et finalement, cet état d'esprit, il te rend non seulement plus performant, mais aussi plus heureux,
Parce qu'en fait, c'est ça à chaque fois le nerf de la guerre, c'est comment est-ce qu'on absorbe l'échec. Et des échecs, quand on est entrepreneur ou dirigeant, on en a 2 fois plus que les autres. Et d'ailleurs, c'est aussi des échecs publics. Donc c'est parfois plus difficile à vivre. Ce qui n'est pas évident, mais j'aime bien ce que tu dis. Il y a Nelson Mandela qui dit soit je perds, soit je gagne, soit j'apprends. Donc c'est un peu ça le growth mindset. Oui, exactement. Et puis c'est aussi l'histoire de pas mettre, encore une fois, de la négativité dans ses énergies. Par exemple, tu vois, dans les phrases qu'on utilise dans notre vie quotidienne, et c'est en particulier vrai pour les femmes, il y a beaucoup de « Ah, quelle cruche »,« Ah, je suis trop bête »,« Ah, j'aurais dû ». Et en fait, quand on tourne ça à chaque fois en se disant comment est-ce qu'on peut apprendre à se parler différemment, tu te rends compte que déjà, ça a de l'incidence sur nos actions. On apprend mieux à faire quand on n'est pas sans arrêt en train de se mettre des barrières mentales. Tu dois bien connaître ça dans ton activité, mais c'est le frein principal, c'est nous-mêmes, on va pas se mentir. L'ennemi, c'est pas l'autre, c'est nous-mêmes en premier lieu. Oui, je suis d'accord, mais comment tu as fait pour développer ce mindset? Il y a eu un déclencheur particulier. Alors, tu es parti habiter aux États-Unis. J'avais vu ça aussi un peu dans tes posts parce que je te suis beaucoup sur LinkedIn et c'est hyper intéressant. C'est quoi comment le mindset de Caroline a évolué? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur particulier? Est-ce que c'était ce voyage aux États-Unis? Tu peux nous expliquer tout ça? Tu as raison de le dire parce qu'on a commencé par de la théorie et en fait, on n'apprend pas tant que ça dans les bouquins de développement personnel versus les grosses baffes qu'on se prend. Je suis d'accord. Pour le coup, la première chose pour moi qui te permet de travailler ton mindset, même si le mot il est galvaudé aujourd'hui, c'est ton entourage. Et on le dit toujours, en fait, ton environnement, c'est ton premier conditionnement. C'est finalement comment est-ce que les gens autour de toi vont t'apprendre à considérer ce que tu vis. Moi, il y a une question que j'aime beaucoup, c'est à chaque fois que tu confrontes un point de vue avec quelqu'un d'autre, si cette personne, au lieu de te dire « Ah merde, c'est vraiment pas de chance », c'est vrai, on entend ça beaucoup en France. Voilà. Ou alors, oh, il exagère. Et puis, tu sais, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont peur de donner du feedback parce que forcément, quand la nouvelle est mauvaise, on tue le messager parfois. Et du coup, on arrive dans des bulles d'opinion où tout le monde est dans la complaisance et où personne ne progresse. C'est vrai. Il y a une question qui est très efficace, c'est qu'est-ce que tu en as appris ? Et quand quelqu'un te partage un pépin, un truc qui n'a pas bien marché, tu vois, par exemple, hier, une de mes meilleures amies me dit « Ah, j'ai une de mes employées qui vient de se mettre en burn-out. Ça y est, c'est le début de la fin, ça va me coûter des tonnes et en plus, c'est difficile de la remplacer. Ok, qu'est-ce que tu en as appris ?» En fait, alors attention, c'est aussi une question de tête à claque, on va pas se mentir, il faut bien la poser. Oui. Mais putain, c'est tellement puissant d'avoir des amis autour de toi qui, quand tu as une galère à leur partager, t'amènent en fait à être meilleur au lieu de te dire « Ah, mon pauvre, c'est pas de bol ». Il y a cette phrase-là qui est puissante, c'est « Qu'est-ce que t'en as appris ?» Et la deuxième, que je trouve aussi assez peu utilisée en France, et qui est très américaine et très utile, c'est « Comment je peux faire pour t'aider ?» Au lieu de plaindre la personne et de dire « Ah, c'est vraiment pas de bol » et de chercher un coupable, premier réflexe, et on le fait tous, c'est notre conditionnement, on est élevé comme ça, se dire « Ok, comment je peux m'en sortir ? Elle est où la voie la rédemption, la voie de guérison ?» Et ça, c'est si tu as des gens comme ça dans ton entourage, déjà, tu seras 2 fois plus heureux et 2 fois plus performant. Mais c'est top ce que tu dis. Et d'ailleurs, c'est le patron de Microsoft, Satya Nadella, qui pose à ses collaborateurs, et je fais un petit coucou à Guillaume Cabrère, qui avait écrit un article top dans Mindset Média sur le sujet. À chaque conférence, à chaque rendez-vous, il disait à ses collaborateurs, sa seule question, c'était « Qu'est-ce que vous avez appris ?» Donc, je peux être que d'accord à 100% avec ce que tu viens de dire. Donc ça, c'est un point absolument clé. Et l'autre point, en disant comment est-ce que je peux t'aider, c'est une approche d'ouverture et positive. Et il y a aussi un adage qui dit quand on donne, on reçoit aussi. Et c'est aussi un mindset et un schéma mental où on ne va pas assister les gens, mais plutôt les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Il y a un truc très vrai là-dedans et qui concerne particulièrement les dirigeants et particulièrement avec l'IA, je pense qu'on va être concerné. C'est effectivement la capacité à transmettre. Et ça encore, je trouve qu'en France, on nous a pas mal élevés dans ce truc de garder vos idées, les idées c'est précieux, n'en parle pas trop fort. On va se faire copier. Voilà, on va se faire copier. Alors c'est toujours désagréable, bien sûr. Mais en fait, plus tu apprends à transmettre, et particulièrement en tant que dirigeant, tu vas transmettre à tes équipes, tu vas transmettre aussi à tes pairs. Donc tu vas muscler ton réseau en plus de développer ton entreprise. Et puis si tu vas sur les sphères social media, tu vas aussi finalement devenir un rôle modèle
Et ça va nourrir en fait toute la chaîne de valeur de ce que tu vends et ce qu'il y a derrière toi, donc ton entreprise ou tes entreprises et tous ceux qui la composent. Et ça, je trouve que c'est tu vois, aujourd'hui, c'est incarné par des Gary Vee, par des mecs qui sont des gourous américains et qui parlent pas à tout le monde. Vaynerchuk, je crois. Exactement. Qui commençait à parler d'une bouteille de pinard pendant une demi-heure. Ouais, exactement. En fait, c'est dommage parce qu'en France, il y a pas grand monde qui dit aux dirigeants à quel point c'est important de transmettre à tous les égards. Et je pense que ça fait partie du nouveau rôle de dirigeant parce que à mesure que l'IA est en train de standardiser et de créer des contenus partout qui rendent obèses, il y a le dirigeant qui, lui, a un savoir-faire, une expérience, des anecdotes, des tranches de vie qui sont faites pour inspirer et qui, aujourd'hui, en fait, en général, ne se disclosent qu'entre quatre murs. Et je trouve ça trop dommage. Et je pense qu'on a vraiment tous matière à apprendre à mieux transmettre et à transmettre au plus grand nombre et aussi le plus vite possible. Mais je suis assez d'accord, j'avais jamais vu les choses comme ça, mais donc finalement, si je te suis, un dirigeant, sa vocation première et sa raison d'être, entre guillemets, ça va être de transmettre, mais pas que de transmettre en vase clos pour avoir peur qu'on pique les concepts et les idées, mais aussi en mode open source, en fait. C'est ça le leadership. Okay. C'est exactement la définition du leadership. Et aujourd'hui, je trouve ça tellement suranné parfois comme façon de penser. Il y a des gens qui me disent ah oui, mais du coup, toi, en fait, t'es pas entrepreneur, t'es influenceuse. Et je pense que ce modèle de pensée qui vise à dire l'influence, c'est un autre métier, ce n'est pas le métier de dirigeant. Ce n'est pas au cœur du métier de dirigeant, c'est vraiment se fourvoyer. Ça, c'est vraiment un mindset de mauvais dirigeant. Diriger une entreprise, des équipes, c'est comme diriger une audience. En fait, plus tu muscles ton influence, plus tu deviens un bon dirigeant. Et je pense que malheureusement, même si aujourd'hui on se dit avoir des abonnés, c'est vaniteux, ça sert à rien. Le futur est social. Et plus tu vas être capable en fait d'aller au-delà de ce que tu vends de ton entreprise, plus tu vas savoir en fait rameuter des foules et évangéliser. Ce mot, il est horrible, pardon. En plus, nous sur LinkedIn, on l'a trop entendu. Mais tu vois, plus tu vas savoir transmettre ton expertise au plus grand nombre et te faire comprendre de tout un chacun, plus en fait tu vas diriger avec pouvoir et inspirer les générations d'après et laisser ta trace. Non, mais c'est bien parce que il y a de la générosité là-dedans. On est vraiment dans l'ouverture et dans de la générosité. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu justement qu'est-ce qui a forgé ton mindset? Je reviens, je t'embête avec les US. Tu disais que tu en parlais beaucoup, mais je veux bien juste une petite... Tout le monde sur YouTube me dit, mais qu'elle rentre dans son pays, celle-là. Raconte-nous ce qui s'est passé aux US et comment t'es arrivé, parce que moi, ce que je trouve génial, la fille successful qui est en face de moi aujourd'hui, en fait, finalement, je vais être taquin, elle a enchaîné plein de galères qui lui ont permis de devenir la meilleure version d'elle-même parce qu'elle a rien lâché. Donc, raconte-nous un peu le cheminement, s'il te plaît. Je pense que j'ai rien lâché sans avoir aucun mérite, juste parce que je me suis retrouvée enfin pour la première fois de ma vie à la bonne place. Et je pense que quand on est dans sa zone de génie, le plus difficile, c'est de la trouver. Il y en a qui la cherchent pendant toute une vie. Mais une fois que vous êtes dessus, et ça doit être notre grand parcours de vie à tous, ça doit être de la trouver, parce qu'une fois que vous êtes dessus, il n'y a plus de douleur en fait. Il n'y a plus de boulot au ventre pour aller travailler, il n'y a plus de je compte mes heures. Moi, j'ai été le genre de personne qui a un CDI et qui en fait, à 17h58, est vraiment en train de compter les 2 dernières minutes en se disant « Ah tiens, est-ce que je ne vais pas aller aux toilettes pour perdre du temps ?» Mais quel enfer. Mais en fait, on a tous été comme ça. Ça, c'est le signe que vous êtes dans une activité qui vous ennuie et personne n'est bon dans une zone d'ennui. Tout le monde est bon dans sa zone de génie. Donc en fait, ce qui s'est passé avant que je devienne entrepreneur, c'est que j'avais compris que le marketing me faisait battre le cœur. Mais en fait, on m'a beaucoup fait plafonner. Et moi, j'aimais bien apprendre. Tu faisais quoi concrètement, tes jobs? J'ai toujours fait du marketing. Alors, mon premier job, c'était chez Danone Waters et je faisais du Digital Brand Manager. Je vois très bien. De mon métier. Donc, en fait, je gérais toutes les plateformes digitales de la marque. Les réseaux sociaux et du coup, le site internet. C'était le début des sites internet. Donc, on avait des vieux CMS et nos patrons n'y comprenaient rien. On est en quelle date à peu près à l'époque, On est en 2012. On est en 2012 ou 2012-2013. Mon premier mandat, du coup, je cherchais un stage de fin d'études et je trouve du coup un CDD aux US. Du coup, je reste de base, je partais pour 6 mois et en fait, je reste 2 ans
Aux US? Alors, je reste 2 ans à ce poste, chez Volvic, et donc Digital Brand Manager. Et après, j'ai fait plein de jobs différents, mais mon métier, ça a toujours été de faire parler de la marque. Et aussi d'incarner la parole du dirigeant. Donc finalement, moi, j'étais ghostwriter avant même que ce métier existe. Oui, qu'on appelle ça ghostwriter. Exactement, puisque faire rayonner l'entreprise... Déjà, aux États-Unis, à l'époque, ça passait par une meilleure prise de parole du dirigeant et sortir de cette pensée caduque de le dirigeant, c'est un mec planqué derrière son bureau qui est un héritier. Aux US, ils avaient tout de suite compris qu'en fait, le dirigeant, c'était l'image de l'entreprise. C'est quand même le continent qui a fait naître Richard Branson, ce genre de mec qui, en fait, était au-delà de l'image de Virgin. Tu avais un Richard Branson qui était un peu un savant fou. Maintenant, c'est porté par d'autres mecs parfois plus contestés comme Elon Musk, mais en tout cas, eux, ils avaient déjà compris qu'au-dessus de la boîte, il y avait le dirigeant qui devait, un peu comme un artiste, être l'égérie de la boîte et porter l'entreprise plus haut dans les années, au-delà de la vision, et lui permettre aussi de bouger très vite. Mais ils avaient quand même là-dessus, ils ont toujours, qu'on le veuille ou non, moi je trouve, entre 5 et 10 ans d'avance sur nous les Européens. Quand Facile. Même, En fait, si tu veux être un meilleur marketeur aujourd'hui, parce qu'on me pose toujours la question, comment tu fais pour te renouveler? Honnêtement, regarde ce qui se passe là-bas. J'ai aucun talent team. Je suis une machine à consommer du contenu anglophone, et dès qu'il y a un truc intéressant, comment je pourrais l'adapter? Et là où j'ai honnêtement beaucoup de chance, c'est qu'en France, on dirait que ça n'intéresse personne. L'économie des créateurs, personne n'y croit vraiment. Et en fait, il y a encore beaucoup de dirigeants d'entreprise aujourd'hui qui arrivent en me disant, est-ce que c'est important d'être sur les réseaux sociaux? Et je te jure, faut pas rire à ce moment-là quand tu poses la question. Sinon, tu vas pas vendre. Ça me donne pas envie de rire, ça me donne envie de pleurer, pour être sincère, parce que je me dis, le manque à gagner. Et surtout, je vois des gens qui sont brillants et qui sont déconnectés total du marché. Et c'est ceux-là, malheureusement, pour moi, qui vont se faire engloutir, parce que si aujourd'hui, ta boîte, elle est pas sociale by design, t'es mort dans 4 ans. C'est fini. Je comprends. Et donc, comment tu en es arrivé là? Tu parlais quand on a bu un verre d'eau avant et pas un café parce qu'il est tard, ton parcours. Tu as fait du SaaS, tu as fait de la tech. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que tu as itéré hyper vite et tu t'es pris des baffes, comme tu disais, et tu en es arrivé là. Tu peux redécomposer rapidement ce qui a fait que... Et quand est-ce que tu sais qu'il faut pivoter? Parce qu'il faut trouver entre l'audace et le fait de rien lâcher et d'être obstiné, il faut trouver le juste milieu, quoi. C'était quoi les différentes phases? La première boîte que j'ai lancée, c'était Richmaker. En fait, je suis partie... Quelle date? à la louche. 2021. Je crois, je dépose les statuts. Ceux qui lancent des boîtes savent que parfois, il peut y avoir un long moment entre le dépôt des statuts et la sortie de ton POC, donc le Proof of Concept, surtout si tu es dans la tech. Donc en fait, j'ai lancé ma première plateforme tech, du coup un SaaS qui s'appelait Richmaker, partant du postulat que tout le monde m'appelait en permanence sur mon téléphone pour me poser la même question. Et j'étais spécialisée dans le partenariat en France. Maintenant, ça va mieux, mais à l'époque, on faisait ça très mal. Et du coup, j'étais devenue la hotline parisienne du partenariat. C'est glorifiant, mais à un moment, ça bouffe de la bande passante, quoi. En fait, c'est toujours pareil. C'est un truc, d'ailleurs, que j'apprends dans le livre. C'est quand il y a une question qui revient tout le temps, c'est qu'il faut faire un contenu. Quand il y a un service qui revient tout le temps, c'est qu'il faut faire une offre. Et c'était de ma faute, c'est qu'en fait, j'adressais ça de façon manuelle et gratuite. Vu qu'il n'y avait pas d'offre, les gens en fait m'appelaient et j'étais devenue un peu la hotline de tout Paris. Attends, il y a une nana super forte en marketing qui va t'aider gratuitement, soir et week-end. Et en fait, ce que je faisais à chaque fois, c'était de connecter les gens. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai un tel carnet d'adresses parce que j'écoutais beaucoup les gens parler et du coup, au bout d'un moment, je recensais leurs besoins et quand quelqu'un me parlait d'un autre besoin, je me disais, mais il faut que tu échanges avec un tel. Et du coup, j'étais devenue un connecteur humain et je me disais, c'est trop bête de ne pas avoir un produit qui me permet, en fait, j'avais fini par créer un petit CRM, un fichier Excel où j'avais mis un tel fait ça, il cherche ça. Ça, c'est un truc d'entrepreneur aussi, c'est vous commencez par rendre service gratuitement. C'est le signe que vous êtes au bon endroit. C'est en fait, on fait notre métier gratuitement en se disant, en fait, c'est un truc ça me crée de l'énergie, ça m'en coûte pas. Et donc, j'avais commencé... Je prends de l'énergie et je ne dépense pas et je fais ça naturellement et ça me plaît. Et ça me servait déjà parce que l'avantage, c'est même quand les gens t'appellent pour te faire bosser gratuitement, il y a déjà un avantage qui est un avantage invisible, c'est qu'en fait, tu te fais une réputation et un nom dans ton secteur, même si ça te rapporte 0. L'avantage invisible, c'est sympa. C'est un avantage invisible, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, on passe son temps à m'appeler.
Avantage invisible, déjà, s'il n'y a pas d'offre, c'est que c'est gratuit, faut pas en vouloir aux gens. Et la deuxième chose, c'est que si tout le monde pense à toi, c'est que tu es déjà top of mind sur ton secteur. Ouais, donc, tu as commencé une communauté, même si pour l'instant, tu sais pas trop par quel bout l'exploiter. Je comprends. Donc, je me suis dit, je vais créer un algorithme. Et je me suis fait aider pour ça. J'ai mis un message sur LinkedIn. Pareil, je le raconte dans le livre. J'ai mis un message sur LinkedIn en disant je cherche un CTO pour créer une place de marché du partenariat, un espèce de Tinder du B2B où en fait on connecte les gens entre eux. Sauf que le marché là-dessus, Tim, il est tout petit. Du coup, ce truc-là, ça marche. Ça marche aussi beaucoup parce que je fais du build-in public. Et la chance que j'ai, c'est que je documente tout sur les réseaux sociaux à une époque où personne ne fait ça en France et une époque où tout le monde me rit un peu au nez en disant mais LinkedIn, c'est pour chercher un job. Trouve-toi un job et fais du vrai business. Paye-toi, par exemple, un emplacement sur un salon et tu vas commencer à échanger des cartes de visite. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, ma petite. Donc, il y a plein de mecs, gentiment d'ailleurs aussi, qui m'appellent et qui m'expliquent comment faire du business. Et là, la chance que j'ai, c'est comme j'ai été biberonnée aux US, j'ai l'aplomb de leur dire, en fait, c'est vous qui avez rien compris. Mais je pense que si j'avais pas eu cette expérience-là, je me serais fait avoir et j'aurais dit, OK, le mec, il a 10 ans d'expérience, faut que je l'écoute. Oui, je comprends. Comme je me suis dit, il a 10 ans d'expérience, mais moi, j'ai 10 ans d'avance sur le marché. C'est un peu présomptueux, mais je me suis appuyée sur tout ce que j'avais appris là-bas en me disant... Si ça pète aussi ici et si ça se passe pareil qu'aux US, j'aurais raison. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Sauf que... Donc tu suis une tendance qui a 5 ans ou 10 ans d'avance comme aux US, avec une exécution géniale, et tu n'écoutes pas des avis gentils mais négatifs en disant « ça ne marchera jamais ». Alors j'écoute d'autres avis. J'écoute l'avis des mecs qui ont créé des logiciels tech. Maxime Gerbin qui par exemple a revendu maintenant, c'est Alan Mind. J'avais des gens dans mon réseau qui m'ont vachement aidé et je l'oublierai jamais. Et j'ai reçu des très très bons conseils. Mais il y a des gens que j'écoute pas, effectivement, c'est ceux qui m'apprennent le business. Et il faut pas trop perdre son temps sur les réseaux sociaux et ça sert à rien en fait de parler aux gens tant qu'on n'a rien à vendre. Et en fait, ces points de vue hyper mercantiles, à ce moment-là, je les écoute pas parce que moi, j'ai déjà été biberonnée à l'axe community-led. D'abord, tu crées une communauté, tu te fais un nom sur ton secteur et derrière, en fait, quand les gens te font confiance, tu pourras monétiser ce que tu sais faire et les marques que tu utilises. Donc d'abord, tu établis ta marque, tu établis de la confiance, une crédibilité, une communauté puissante et ensuite, si tu restes loyale et ouverte, tu réussis à monétiser ça. Donc c'est un peu en deux temps si j'essaie de... Exactement, et ça a fait grincer des dents plein de mecs de l'ancienne école business parce qu'en fait, ils me disaient mais tout ce que tu fais gratuitement, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que je te dis aussi, c'était des gens bienveillants qui voulaient vraiment m'aider. Et je pense que juste cette vision-là, elle était vraie avant, elle l'est plus maintenant. Oui, je comprends. Maintenant, c'est vraiment serve before sell parce que le marché, en fait... Maintenant, c'est quoi, pardon ? Serve before sell. Tu rends service avant de vendre. Before sell. Serve before sell. Ok, excellent. Et donc, Refer, ça a marché, ça n'a pas marché ? Ça, c'est après. Alors, d'abord, j'ai Richmaker. Richmaker, Richmaker, il marche, mais en fait, le marché, il n'est pas assez profond. Ok. Et du coup, l'apprentissage de ça, c'est que j'ai créé une muse. Je ne savais même pas que ça s'appelait comme ça. Je suis devenue entrepreneur un peu en appuyant sur les boutons. Et du coup, on me dit que ça, Caroline, ça s'appelle une muse. Ça te rapporte, donc ça me rapportait à environ 3 000 € par mois. Et c'est vrai que je n'avais pas du tout à m'en occuper. Donc derrière, je créais beaucoup de contenu. Ça m'a permis de lancer mon média Marketing Square. En fait, très rapidement, Marketing Square m'a rapporté beaucoup plus. Et sans trop que je le cherche, encore une fois, serve before sell. Au bout de 3 mois, mon podcast, il est monétisé 20 000 balles par mois. Avant de gagner 20 000 balles par mois. Et comment, avec un partenariat ou avec une annonce publicitaire de 30 secondes sur une belle audience dédiée. Et on en parlait avant. En fait, peu importe la taille de ton audience, si tu réussis à avoir des gens qui sont engagés, qui t'écoutent et qui te font confiance, c'est une audience d'acheteurs. Ça se valorise extrêmement. Et en fait, Marketing Square était un peu un ovni. A du coup capté plein de gens sur le podcast qui avaient un haut pouvoir d'achat, qui étaient des cadres dirigeants, des consultants, des infopreneurs, des solopreneurs, donc des gens qui achetaient. Et du coup, ça, du point de vue des marques, dès le départ, en fait, j'ai des marques qui me contactent. Moi, je sais pas trop, la première fois, je co-crée avec eux. Ok, moi, je peux créer 12 épisodes et vous référencer, du coup, sur un mois. Ça, 12 épisodes, je considère que je vais faire rentrer 160 leads par épisode. Je le crée comme ça avec les marques. On me dit, ok, go, 20 000 €. Et puis, maintenant, ça coûte 36 000. Mais tu vois, au départ, j'ai appris en faisant et j'ai co-créé l'offre avec mon premier sponsor en lui disant, ok, je pense que je peux t'apporter ça. Et j'ai co-créé aussi à l'américaine
américaine, pas en disant encore une fois mon prix c'est ça et en étant un peu impétueux. J'ai co-créé en disant tu testes avec moi, donc on fait une bêta, c'est satisfait ou remboursé. Et c'est comme ça en fait que j'ai signé des sponsors à l'appel. Génial, c'est qu'ils se disaient quoi et pareil sur les posts réseaux sociaux, quand on m'achète un post, moi je dis toujours si j'atteins pas mon objectif, je le refais. Et ça, pareil, en France, c'est un truc... Non, c'est livré, l'effort a été fait, mais moi, je vends pas de l'effort, je vends du résultat. Et je pense que quand tu as ce mindset, encore une fois, ce conditionnement-là, ton client, il est tellement rassuré, il signe plus fort, et derrière, il va te recommander les yeux fermés parce qu'il sait que tu vas jamais décevoir. Je comprends. Je suis un peu perdu exprès, c'est une question piège. En fait, il n'y a pas de question piège, mais tu parles de Richmaker, tu parles de Marketing Square et tu parlais de Refer. Donc en fait, moi ce que je trouve génial, c'est qu'il y a plein de trucs, on sent que tu es en ébullition permanente et que ta force, c'est de jamais t'arrêter et de toujours être ahead, comme disent les Anglais ou les Américains. Et donc aujourd'hui, ces boîtes, elles existent encore. Tu t'es concentré. Ce que je trouve passionnant, c'est que c'est un cheminement en fait qui t'a permis d'arriver là où tu es là. Bien sûr. Et donc, dans les boîtes, laquelle fait quoi? Laquelle tu as arrêté? Et pourquoi tu as arrêté? Et pourquoi maintenant tu fais ça? Allez, je te raconte. Ça fait beaucoup de questions. Première année, je lance Richmaker. Donc, je lance Richmaker, on est en novembre. Je fais une rupture conventionnelle. Je décide de lancer Richmaker. Et en fait, ça a un joli succès grâce à LinkedIn. On fait rentrer les premiers users. Ça marche bien, mais ça plafonne vite, en fait, parce que le marché, il est trop petit. En septembre de la même année... Partenariat B2B, on est d'accord. Exactement. En septembre de la même année, je décide pour aller chercher une nouvelle audience parce que je me dis LinkedIn, je les ai un peu essorés. Le marché, il est petit. Comment est-ce que je peux aller adresser d'autres marchés? Je me dis, je vais lancer un podcast. J'appuie sur le bouton. En septembre, je lance Marketing Square. En décembre, il est nommé coup de cœur Apple Podcast de l'année. Incroyable, en 3 mois. En 3 mois. Et là, en fait, les marques commencent à me contacter pour monétiser. Au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois. Donc, ça fait 1 an que j'ai Richmaker. Et là, en fait, mon premier annonceur, du coup, mois de janvier, on négocie. Février, il y a Iconosquare, le premier annonceur qui me fait confiance. Et en fait, là, je me rends compte que le SaaS, c'est bien. Mais c'est pas Richmaker qui va m'aider à mettre du beurre dans les épinards. Et en fait, à ce moment-là, je rencontre aussi Arnaud, mon associé, qui me dit, Caro, moi, je trouve que c'est intéressant ce que tu as fait avec Richmaker. Mais moi, en fait, j'ai une équipe de 15 personnes. On est en train d'adresser ce que toi, tu fais sur un marché plus vaste, on crée une plateforme de la recommandation. Donc, on aide les gens qui, sur un marché donné, ont besoin d'atteindre un contact. Par exemple, toi, Tim, tu veux parler à Mathieu Stéphanie pour l'avoir dans ton podcast. Moi, je le connais, c'est un de mes invests. Justement, c'était un de mes invests sur Refer, maintenant sur ma nouvelle boîte. Très marrant. Via moi, tu demandes une warm intro et tu as une chance d'aboutir à ton introduction, à un contact et même à une acceptation de la part de Mathieu qui est bien plus élevée que si tu lui envoyais bêtement des MP sans rien. Donc en fait, quand Arnaud Gazet me parle du projet de Refer, je lui dis moi je suis sur le partenariat et en fait toi c'était sur la mise en relation. Le marché il est beaucoup plus grand, j'ai envie de faire de la tech. Excellent. T'es mon étape d'après, je signe. Et pendant 1 an, on développe Refer et le constat que je fais, c'est qu'encore une fois, pour faire vivre ma boîte tech qui me demande beaucoup d'argent, je me dis, je vais faire du média et je vais appuyer sur d'autres boutons parce que la tech, ça coûte beaucoup d'argent. Tu as besoin de beaucoup de développeurs, tu as besoin de beaucoup d'itérations. Et en fait, on est en train de lever des fonds, mais je me rends compte qu'on a du mal à mettre le doigt sur le bon business model. Donc, Richmaker, je l'ai automatisé. Il vivote, c'est une petite boîte, c'est une muse. Refer, on met toute notre énergie dessus, il est difficile à monétiser. Et du coup, pour mettre du beurre dans les épinards, je crée une boîte qui s'appelle Agence Personnelle. Et à ce moment-là, du coup, je vis... mon conseil, c'est que pour mettre du beurre dans les épinards, ça peut être une pépite un jour. Et puis surtout, diversifiez-vous. Et c'est vrai que c'est marrant parce que sur Refer, sur, je pense, 2 ans de travail acharné, je pense que j'ai dû gagner environ 12 000 euros. En 2 ans. En fait, quand tu lances une plateforme tech ou un SaaS, tu mets beaucoup de temps avant de gagner ta vie. Donc, en fait, heureusement que j'avais mon podcast Marketing Square et mon projet sur le côté, le média qui tout de suite était monétisable. Et là, en fait, je me dis, je vais créer Agence Personnelle parce que je rencontre un mec qui me fait de la vidéo. Et j'avais jamais réussi à débloquer l'étape vidéo team. J'étais hyper coincée. C'est un métier, c'est compliqué. C'est hyper dur l'image. Et moi, je suis quelqu'un de l'écrit. J'écris tout. Et je suis à l'aise pour écrire, mais l'image, c'est autre chose. Donc, je faisais du live. Parce que quand tu es en live, au début, tu écrivais, tu étais ghostwriter. Tu n'étais pas comme ça en train de parler. À 20 ans, j'étais ghostwriter. Après, pendant 10 ans, du coup, j'ai travaillé, j'ai écrit pour les autres. Après, je l'ai fait pour moi-même sur LinkedIn, mais il n'y avait pas trop d'enjeux d'image. Et en fait, là, le monde passe à la vidéo. Et je me dis comment faire. Et je rencontre
rencontre un mec hyper doué. Il me fait mes premières vidéos. Et là, tous mes potes m'appellent et me disent, on veut ton mec. À côté de ça, lui, vu que j'ai fait un post LinkedIn en disant je travaille avec ce mec qui est très doué, il signe une tonne de clients, 20 000 balles de clients exactement en un post LinkedIn. Génial. Il me dit Caro, merci pour ton post. Ouais. Par contre, je viens de signer 20 000 balles de clients, je sais pas où aller, j'ai pas de studio, j'habite à Toulouse. Je venais d'investir. L'histoire est belle. L'histoire est belle. Ouais. Mais tu vois, c'est vrai que je veux pas perdre tes auditeurs et en même temps, la réalité de mon parcours, c'est un nid de bombes. C'est à chaque fois, hop, j'ai mis le pied sur un endroit, j'ai une boîte qui marchait pas, du coup, j'en ai créé une autre. Et en fait, c'est ça, en fait. Moi, ce qui me scotche, c'est que tu es dans le mouvement en permanence. Et en fait, c'est l'histoire de la chenille et du papillon, sauf que la chenille, elle devient papillon. Ensuite, le papillon, il meurt, il va se transformer en autre chose, etc. Tu es dans une transformation permanente, tu ne lâches rien et tu réussis à un moment, puisque en fait, pour arriver à Agence Personnelle, qui aujourd'hui est une superbe réussite, en fait, c'est la 4e ou 5e boîte. Ouais, c'est la 4e. Voilà. Donc à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est pas en général la première boîte qui marche. Et tu n'aurais jamais pu arriver aujourd'hui à ce que tu as fait, ce que tu as accompli, si tu ne t'étais pas, en fait, on pourrait dire un peu à la française, elle s'est perdue, elle s'est plantée sur ses boîtes, ou les Américains ou les Anglais diraient, elle a fait son chemin pour finir par réussir à arriver à Agence Personnelle. Exactement. Et du coup, l'histoire, aussi pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore peut-être planté de boîte et que ça fait frissonner, peut-être il y a des gens aussi qui n'osent pas se lancer à cause de ça et qui nous écoutent. La peur de perdre. La peur de perdre et en plus perdre en public. Oh là là. Et pas l'envie de gagner. Typiquement, Refer, on l'a fermé parce qu'au bout d'un moment, et ça a été difficile de faire ce deuil, au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on avait créé une vache à lait pour créer du revenu dans Refer. En fait, j'avais lancé Agence Personnelle, j'avais mis Arnaud pour qu'on puisse avoir le runway le plus minimal possible et pouvoir faire vivre Refer sur le long terme avec du coup l'argent de nos investisseurs. On a arrêté de se payer et on s'est dit, OK, on va tirer des revenus de l'agence personnelle. Et au bout d'un moment, mais ça nous a pris quand même 4 ou 5 mois, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fout avec un logiciel qui ne nous rend pas heureux, qui nous stresse, coûte une blinde, des investisseurs qui nous disent, mais pourquoi en fait il n'y a pas d'argent qui rentre et à côté de ça, tout le monde voulait investir sur Agence Personnelle et nous disait mais c'est une pépite. Et il y avait du cash à foison avec des clients qui étaient là. Quoi ? Ma vidéo a 1 jour de retard. En fait, on avait créé des junkies. Les clients qu'on livrait en retard étaient des junkies. Et là, on se disait, OK, on a créé un vrai... On a ce qu'on appelle le product market fit. On a créé un truc qui crée une dépendance et que les gens veuillent et pour lesquels ils sont prêts à se battre. Et du coup, ça nous a pris 6 mois. Et Arnaud, du coup, le CEO, a proposé à certains de nos investisseurs de revenir dans Agence Personnelle. Ok, je comprends. Et du coup, en fait, on a remonté avec les investisseurs qui nous avaient aidés, on a remonté en fait un produit 2 fois plus fort. Donc, pour ceux qui nous écoutent, ça a été difficile. On a fermé Refer et ça veut dire avec toute la honte qu'il y a derrière de devoir dire à des gens qu'on ne peut plus les employer, de devoir dire à des investisseurs qui nous ont fait confiance que ça n'a pas marché, de devoir vivre pour moi avec plein de podcasts où j'ai fait la promotion de Refer et encore aujourd'hui, du coup, la preuve que le média ça marche, des gens qui viennent me voir en me disant je veux essayer Refer et tous les jours je suis confrontée à mon échec parce que tous les jours je dois répondre à des messages en disant aux gens on ne fait plus Refer, mais merci pour ton message. Donc en fait les échecs, il faut apprendre, comme dit Charles Pépin, à vivre avec son passé et à les embrasser et à se dire en fait ça m'a mené à mon étape d'après et c'est pour le mieux. Génial. Mais tu vois, il y a un prof de, je sais plus si c'était HEC ou d'ENSIA, qui disait à ses élèves à la fin de l'année, on vous a appris qu'il fallait bosser, qu'il fallait être ambitieux, etc. Mais il y a un truc qu'on vous a pas appris, c'est comment avoir de la chance. Et en fait, il y a des gens qui vont dire, oui, Caroline, tu as eu de la chance. Mais en fait, c'est pas vrai. Tu t'es mis dans une disposition mentale, dans un mindset d'accueillir des opportunités jusqu'à ce que tu trouves ta zone de génie et ton product market fit. Et c'est là, donc en fait, tu ne le dois qu'à toi, à ton talent, à ta ténacité et au fait de ne pas avoir eu peur de te planter, quoi. En fait, tous les gens de mon entourage te diront qu'ils connaissent
personne qui bosse autant que moi. Du coup, moi, honnêtement, le facteur chance ou le syndrome de l'imposteur, j'ai aucun... Mais je suis pas du tout touchée par ça parce que j'ai tellement bossé. Et encore aujourd'hui, je bosse énormément. Tu vois, ça fait 4 ans d'entrepreneuriat. C'est rare que je prenne mes week-ends. Toute la terre entière m'a dit « Mais Caro, tu bosses trop. » Mais en fait, mon projet, il m'anime extrêmement. Je sais pourquoi je suis là. Mais c'est plus un boulot, c'est une passion. Exactement. C'est un projet de vie. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je fais pas l'apologie de travailler tout le temps. Mais je fais l'apologie de mettre beaucoup de ce qui te passionne et ce qui t'élève et ce qui te fait apprendre dans ton travail pour pouvoir en fait travailler sans jamais souffrir de ça. Je comprends. On pourrait en parler hyper longtemps tellement c'est passionnant, mais je vais quand même passer à la question suivante. C'est quoi ta définition, Caroline, de la culture d'entreprise ? C'est ce qui relie les gens entre eux. Et du coup, il y a plein de gens qui répondent à cette question en disant c'est ce qu'on dit de ton entreprise quand la porte est fermée. Ouais, c'est pas mal. Si on voulait vulgariser, pour moi, c'est ce qui colle tout le monde ensemble. Finalement. C'est la colle, comme dirait notre ami Pierre Gobi. Ouais. Ou quand la porte est fermée, on va se comporter de la même manière que aussi, quand le dirigeant est là. Qu'est-ce qui réunit les gens du coup, c'est peut-être ta façon de recruter, parfois même involontaire. Ouais. Ah tiens, j'ai pas fait gaffe, j'ai encore pris un multipotentiel. Ah tiens, j'ai pas fait gaffe, j'ai encore recruté un hypersensible. C'est peut-être que la sensibilité est dans ta culture. Bah, bien sûr. Et est-ce qu'il y a des entreprises, des cultures d'entreprise qui t'ont particulièrement marqué, en bien ou en mal, et pourquoi ? Oh, je vais être un énorme cliché d'école de commerce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait d'école de commerce, mais parfois je m'entends parler, je me dis oh là là, quand même, on est tous un peu notre stéréotype. Mais il y a le bouquin sur la culture d'entreprise pour moi numéro 1, c'est Netflix, c'est le boss de Netflix. Une règle, pas de règle. Ce bouquin. No rules de Reid Hoffman. Hein, exactement. Ce bouquin, je le réécoute régulièrement et je le trouve hyper intéressant. Ce qui m'a le plus appris dans ce bouquin. Hyper intéressant. Je t'arrête. C'est le bouquin que j'écoute le plus. Donc, on est bien dans une ère de la modernité où tu écoutes les bouquins et tu ne les lis pas. C'est vachement intéressant. Tu vois ? Hyper intéressant. Ouais. Culture podcast. Et en ce moment, je vois Audible partout dans le métro et je me dis, ils ont dû beaucoup souffrir du fait que Spotify inclut 16 heures gratuites d'écoute audio. Et effectivement, moi, je consomme énormément de livres audio aussi. Quand on bosse beaucoup, on a les yeux fatigués. Donc, moi, j'ingère beaucoup comme ça. Ce bouquin... il y a une chose en particulier, je trouve, qui est vraiment qu'on n'a pas trop lu ailleurs. Et c'est la même chose dans nos relations. C'est l'oiseau reste quand la cage est ouverte. Et je trouve que, tu vois, en France, par exemple, on n'a pas du tout la culture de l'offboarding. En fait, quand quelqu'un décide de partir, on dit « Ah ouais, il faut que ça se passe le plus vite possible. » Qu'on le voit pas. Ça va être... J'adore ce que tu dis, qu'on le voit pas. En fait, il faut pas qu'il soit au contact des autres. Faut vite, en fait, se barrer. Voilà. Et en fait, j'aime beaucoup dans ce bouquin ce qu'il raconte sur le fait qu'ils disent à tous leurs talents, dès qu'un recruteur vous contacte, faites le call. C'est trop intéressant que vous puissiez nous dire, en fait, que vous restiez proche du marché, que vous puissiez nous dire en permanence combien vous coûtez et pourquoi on devrait vous garder. Et je trouve ça, c'est tellement novateur d'entendre ça. C'est clair. Et on ne le fait pas assez en France. Et en fait, en général, je le vois à ma toute petite échelle. Mon exemple à moi empirique, c'est mes potes, à chaque fois qu'ils partent pour un autre job, je leur dis, mais... est-ce que tu en as parlé à ton employeur ? Non, je lui en parlerai en fait quand il sera dos au mur. Je lui dis, mais en fait, si ça fait 2 ans que tu voulais être augmenté et que tu pars à cause de ça, pourquoi tu vas pas en parler avec lui ? Montrer en fait l'offre et du coup faire une contre-production. En fait, les employés attendent qu'il soit trop tard et qu'il soit trop blessé en disant je vais me venger. Tu vois, c'est du revenge job. En fait, regarde, et il y a ce truc. Je vaux beaucoup plus que ça. Et tu vois, et lui il a compris. Et en fait, le problème c'est que là où encore une fois, l'offre et la demande sont déconnectées, c'est que quand t'es manager, t'es aussi payé pour garder une équipe qui est ultra héroïste. Tout à fait. Donc parfois t'es un peu déconnecté aussi et c'est pas de la méchanceté et je trouve que ce bouquin il ramène en fait la transparence dans l'entreprise. On reproche ce qu'on veut aux boîtes américaines mais je trouve que mine de rien c'est assez fair et c'est assez sain de dire en fait on n'est pas trop attaché d'un côté comme de l'autre. Toi tu peux partir quand tu veux et en fait on va pas te garder sous cellophane et nous de notre côté en fait il faut que tu sois capable en permanence de nous montrer des résultats pour que on soit aussi motivé dans la relation. Mais j'aime beaucoup
la métaphore de la cage ouverte, c'est sûr que si la cage est ouverte, on montre que tu peux partir quand tu veux. Et donc, c'est valable dans toutes les relations. Regarde les amis qui gardent un peu jalousement leur cercle privé. Tu vois, tous les ricains dans leur gestion de la relation sont aussi très open door. C'est-à-dire, je crée un dîner où je vais réunir, c'est l'auteur de Talk to Strangers, Parler aux inconnus qui dit ça, je réunis, en fait, j'ai pas le temps d'entretenir bien mes amitiés comme je le voudrais. Souvent, on est mauvais à ça quand on est dirigeant. Et ben, je crée un dîner par semaine et je vais présenter 6 personnes que j'aime. Et en fait, même quand je suis pas là, ces relations, elles vont se créer entre elles et finalement, j'existe un peu comme quand t'es mort, bah, je continue à exister via ce que j'ai à travers eux. Et en fait, les Français, ils ont pas du tout cette culture-là et je trouve ça dommage. En entreprise, comme dans leur cercle privé, les relations, il y a ce truc de je garde pour moi mon réseau, je partage pas trop et je veux être là, je veux être toujours au centre d'eux. Je comprends très bien. Hyper intéressant. J'ai ton bouquin sous les yeux. Avec une magnifique couverture. C'est ton bouquin, c'est le livre dont tu es le héros. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? From Zero to Hero. J'ai vu ça beaucoup sur LinkedIn, donc merci encore de me l'avoir offert. Tu nous fais le pitch rapidement? Le pitch rapidement, c'est que j'ai toujours trouvé que les bouquins business, ils étaient trop théoriques. C'est vrai. Et j'ai toujours trouvé aussi que parfois, c'était un peu trop sérieux. Et en tant qu'hyperactive et en tant que grande enfant atteinte du syndrome de Peter Pan, parfois je m'ennuie dans les livres parce que je me dis qu'est-ce qu'il y a, what's in it for me, tu vois, cet acronyme WIFM, c'est qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai vraiment à en retirer. Et je trouve que parfois, dans certains bouquins, il y a les key learning, qu'est-ce que j'ai à en retirer, il y a le résumé, mais en fait, comment est-ce que je peux l'appliquer? Donc moi, j'ai créé un bouquin où il y a à la fois les golden nuggets à la fin, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux en retirer, juste un post-it, tu peux même arracher, c'est un bouquin avec lequel tu peux jouer, je veux que tu écrives dedans, tu peux arracher les pages, et en fait, tu peux en faire des post-it, tu peux en faire des memento mori. En fait, l'idée, c'est d'avoir sans arrêt des fiches de notes sous les yeux que tu gardes tout au long de l'année, même après lecture, et aussi des ateliers pour passer à l'action. Donc c'est un bouquin qui est interactif et aussi un peu hyperactif, c'est-à-dire que tu peux le mettre en application immédiatement et dans ta vie quotidienne, et du coup c'est le parcours du héros en plusieurs étapes, c'est les chapitres mais c'est aussi tes travaux d'Hercule à toi. Génial. Et ça il est fait pour créer des déclics et pour que tu puisses aussi te l'approprier, le faire vivre et le faire souffrir, pourquoi pas, l'arracher ou le gribouiller. Génial, mais t'en parles avec tellement de passion, et donc c'est dans les disponible sur internet bien sûr, les bonnes librairies, aux éditions Erol, qui est quand même un éditeur éditeur que j'ai torturé parce qu'ils étaient là, mais ça rentre pas dans les cases, et je leur ai dit mais faites-moi confiance. Et on est hyper contents. Tu n'as rien lâché et tu sors un bouquin incroyable. Écoute, c'est absolument génial. Je vois le temps qui passe tu nous as fait l'amitié d'être là. Je veux pas te retenir trop longtemps. Est-ce que tu aurais un conseil ou un point de vue, parce que tu as déjà une vie vachement riche, à partager avec les futurs entrepreneurs qui nous écoutent, les gens qui se posent des questions, qui ne sont pas forcément bien dans leur job et qui sont un peu dans leur boîte au sens propre et au sens figuré, et qui aimeraient peut-être sortir mais qui n'osent pas. On est dans le mois des bonnes résolutions, et il y a quelque chose que j'ai jamais oublié, c'est le focus. Et là, on a parlé de plein de sujets. Oui. Et en fait, souvent, la question qu'on me pose, c'est t'as plein de centres d'intérêt, t'as plusieurs boîtes aussi, comment tu fais pour pas t'éparpiller? En fait, c'est hyper important que même si vous aimez, c'est hyper important de garder à l'esprit que même si vous aimez plein de choses et que vous avez plein de boîtes et plein d'équipes ou plein de typologies de profils à manager, il faut avoir votre focus. Le focus, c'est focus on one thing until success. Ça aide, cet acronyme, tu vois. Et en fait, un jour, on m'a dit ça. On m'a dit le focus, c'est focus on one thing until success. Et ça m'a aidé à me dire à chaque fois qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre. Je te donne un exemple. Dans ma façon de m'organiser, j'ai toujours des sprints. Je vais avoir à chaque fois un objectif. Et je ne m'organise pas selon l'année calendaire, je n'obéis pas à un calendrier, à une règle précise. Je me dis à chaque fois, je me donne à peu près 3 mois. C'est très scolaire de ma part, c'est un peu les trimestres, tu sais, quand on était gamin. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je veux avoir atteint dans 3 mois? En ce moment, par exemple, mon objectif, c'est YouTube. Je ne fais que des choses qui servent cet objectif. Par exemple, là, tu as un podcast vidéo. Si tu m'avais dit, Caro, je fais que de l'audio, je t'aurais dit, ok, rendez-vous dans 3 mois. Parce que là, pour l'instant, je fais que de la vidéo. En ce moment, je ne dis oui qu'à des choses qui servent mon objectif. Je comprends. Mon objectif, la façon dont je l'ai découpé là, c'est la vidéo. Donc, focus on one thing until success. Et c'est important, même si vous avez plein d'envie, de vous dire, ok,
Où est-ce que je place le focus? Parce que si vous voulez dire oui à votre rêve, il faut dire non à tout le reste. Sinon, vous allez vous éparpiller. Super. Merci beaucoup Caroline, c'était top. C'était un grand plaisir de te recevoir sur le plateau Mindset le média. Merci Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur toutes les bonnes plateformes et retrouvez-nous. Et Caroline pourra peut-être répondre à vos questions. Avec plaisir, posez des questions en commentaire, je répondrai à tout le monde, c'est promis. Hyper sympa. À très vite Caroline. Salut.